Aujourd'hui, Goldorak dans analyse de l'épisode 3. Alors je commence par une petite mise au point par rapport à la première vidéo. Dans la première vidéo, je vous ai parlé de la première diffusion du Club Dorothée. Et certains m'ont dit ouais, la première diffusion c'était pas au Club Do en 87, c'était le 3 juillet 1978 sur Nord Récréa 2. Alors merci de me donner cette information que évidemment je connais. Et je vous incite à réécouter ma phrase. À aucun moment je n'ai dit que Goldorak avait été diffusé pour la première fois au Club Dorothée en 87. J'ai juste parlé de la diffusion pour la première fois au Club Dorothée, donc la première diffusion du Club Dorothée, ok, pas la première diffusion tout court, on est d'accord, je parle français, merci. Et je parlais de cette diffusion-là parce qu'ils avaient tronqué la fin de l'épisode, ok, mais je ne parlais que de la diffusion du Club Dorothée, et à aucun moment je n'ai dit que c'était la première diffusion en France tout court. Voilà, cette mise au point étant claire, merci, de me donner un petit peu de crédit et de penser quand même que je connais Goldorak, je sais de quoi je cause, donc évidemment que je sais que la première diffusion c'était pas en 87 au Club Do, mais sans blague, quoi. Et d'ailleurs, vous allez voir à quel point je le sais encore plus, puisque je vous en parlais un peu plus dans cette vidéo. Bref. Ceci étant mis au point, carré et tout vert, on peut continuer. D'ailleurs, j'en profiterai pour aussi vous rappeler, parce que comme je vous ai parlé donc de cette diffusion du Club Dorothée, je vous ai dit aussi, il me semble, qu'ils avaient sauté des épisodes et tout ça. Et donc, en l'occurrence, le deuxième épisode, lors de la première diffusion, donc les mercredis en 87, il l'avait sauté. Donc la deuxième semaine du Club Dorothée, c'est cet épisode-là, donc le troisième que nous avons vu. Et donc le deuxième n'avait pas été diffusé à ce moment-là. Il n'a été que par les rediffusions. Voilà, ça c'est précisé. Donc diffusion du Club Dorothée, encore une fois, j'insiste, merci. Et maintenant on va parler un petit peu des DVD de Déclic Images, qui était sorti donc de façon pirate et sans avoir les droits, vous vous en souvenez, et qui avait été beaucoup censuré. Alors en fait, les épisodes tels qu'ils se sont retrouvés sur ces DVD de Déclic Images, ce sont la dernière diffusion du Club Dorothée. Donc à la première diffusion, il n'y avait pas trop de coupes. En fait, c'était la diffusion égale aux précédentes, donc comme je vous l'avais dit, avec juste les noms des Golgoth qui étaient coupés comme depuis le départ, et il y avait des scènes qui ont été censurées par la suite, comme celle que je suis en train de vous montrer actuellement là. Ça y était pas sur les DVD de Déclic Images par exemple, parce que c'est effectivement une scène qui avait été coupée. Donc à la fin du Club Dorothée, à 97, lors des dernières diffusions de Goldorak, c'était des versions vraiment planitronquées à mort, comme j'aime les appeler, et donc ils avaient coupé plein de séquences. Alors je vous en donnerai quelques-uns au fur et à mesure de nos pérégrinations, au fur et à mesure des épisodes. Et donc sachez que pour cet épisode-là, bon, quand la petite fille se fait atomiser, là, ben ça y était pas par exemple. Voilà, petit détail, c'était pas très important, on continue. Donc du coup, ce troisième épisode va porter un petit peu plus sur le ranch du Boulot Blanc. Ils vont faire la fête alors que Vega menace d'attaquer. Donc Rigel, il revient sur l'OVTR, il a envie de refaire un tour. Apparemment, ça l'a pas calmé la dernière fois. Il va envoyer une lettre d'invitation aux envahisseurs pour les inviter à la fiesta. La fiesta. Et là, dans cet épisode, nous voyons donc l'apparition pour la première fois dans la série de Banta. C'est un élément comique, bien entendu, hein, comme on peut le voir. Et donc, c'est un élément comique qui se rajoute déjà à Rigel, qui était déjà un autre élément comique. Et Banta donc va disparaître de la série après l'épisode 30, je crois, de mémoire. Sans aucune explication, on le voit plus, puis c'est tout. Donc pour mémoire, c'est le dernier épisode où on voit le boss Boloto aussi, donc le Beliorak. Donc la deuxième fois qu'on voit Beliorak, c'est aussi la dernière fois qu'on verra Banta. Voilà. Donc introduction dans ce troisième épisode du personnage de Banta. Donc qui est amoureux de Venusia, hein, qui essaie de la draguer et compagnie. Elle, comme ça va sans dire, on n'a rien à secouer. Et puis là, apparemment, Alcor a des petites difficultés à piloter l'OVTR. Ça peut paraître un petit peu bizarre. Bon, enfin, c'était aussi pour faire un petit truc comique, parce que comme il se moquait de Banta, et ben du coup, ça lui donne un prétexte pour lui se moquer d'Alcor. Pas de méchant. Donc on prépare un petit peu la fiesta. Nanana. Alors, si je vous dis pas de bêtises aussi, c'est la première fois que l'on voit Koshir, c'est-à-dire lui, parce que lors du premier épisode, on n'avait pas présenté, Procyon avait présenté ses assistants, Argoli et Antares, je crois, et donc Koshir n'y était pas, donc il n'apparaît lui qu'à partir de cet épisode-là. Donc il n'a pas fait l'objet d'une introduction en bonne et due forme.
Sûrement qu'il a fallu en mettre un supplémentaire dans cet épisode justement pour qu'il s'occupe de surveiller le centre pendant que Procyon va aller à la fiesta. La fiesta, bref. Donc on en est là. Donc en même temps ils savent pertinemment qu'il y a Hydargos qui va venir et ils font la fiesta quand même. C'est un petit peu chercher la merde. Moi je dis ça, je dis rien. Bref. Alors il y a aussi un autre truc que je vais vous parler dans cet épisode parce que beaucoup de gens sont persuadés que Actarus est amoureux de Vénusia. En tout cas, Vénusia, elle est amoureuse d'Actarus. Ça, il n'y a rien à redire là-dessus. On est tous d'accord. En revanche, la réciprocité, moi, je suis convaincu que ce n'est pas le cas. Que Actarus n'aime pas Vénusia. Bon, il l'apprécie, hein, c'est sûr, mais il n'en est en aucun cas jamais amoureux. Et justement, dans cet épisode, on a un exemple concret. Déjà, il y en aura d'autres par la suite, hein. Qu'il n'en est pas amoureux, mais en tout cas c'est un bel exemple, et justement c'est à ce moment là, puisque Vénusia donc suit un petit peu Actarus pour lui profiter, lui demander pardon, de danser avec elle, de faire la fête avec elle, enfin patati patata, hein, j'ai pas besoin de vous faire un dessin non plus, voilà, et là, donc là on voit Actarus qui est là, donc Vénusia lui propose en gros de sortir avec, hein, voilà, et il en a vraiment rien à secouer. Ça te dirait pas de t'occuper de moi? Non, pas du tout. Et il le dit ouvertement, hein, donc je suis désolé, hein, c'est pas moi qui invente. Hein. Regarde, tu vois sa tête aussi. Est-ce que c'est la tête d'un mec amoureux qui a envie de sortir avec la fille qui lui fait du rentre dedans? Moi, je sais pas si tu fais cette tête-là quand t'es amoureux d'une fille, t'es un peu bizarre. Donc voilà, donc ça apporte de l'eau à mon moulin. Sur le fait que Actarus n'est pas amoureux de Vénusia et que donc du coup il n'a aucune intention de se marier avec ou de sortir avec ou quoi que ce soit, parce que je sais qu'il y a certaines personnes, j'avais lu dans des articles qui fantasmaient que dans le dernier épisode Actarus avait fait un bisou à Vénusia avant de s'en aller, nanana, alors que vous l'avez affabulé, cette scène elle n'existe pas, hein, vous l'avez rêvé les filles, donc non, Actarus n'aime pas Vénusia. Alors vous allez me dire oui mais il y a un épisode où il se dragouille pas mal, où Alcor, nanana. Alors oui, il y a cet épisode-là, mais non, ça ne prouve rien. Mais bon, je vous en parlerai quand on en sera à cet épisode-là. Donc du coup, on peut continuer. Maintenant que je vous ai montré une belle preuve que Actarus n'en a rien à secouer de Vénusia, hein. Bon alors oui, d'accord, aussi, il y a l'épisode où elle apprend son secret et compagnie, ils sont un petit peu machin, mais non, il est pas amoureux, il est pas amoureux. Bon, là, elle se sent un petit peu con, forcément, mais bon, on a envie de se faire prendre. Bon, voilà, bref. Donc, la fiesta tragique, patati patata, bon, du coup, Antares va être enlevé de sa surveillance, et donc, du coup, ça va être la merda. Et vous noterez quand même que Hydargos attaque le ranch et que malgré tout ça, Rigel n'en veut pas encore aux extraterrestres. Hein. Il en faudra plus que ça pour qu'ils comprennent que c'est pas des amis. D'ailleurs, ils sont susceptibles. Hein. Ouais, tu parles. Non, c'est bon, je les ai invités, c'est normal qu'ils viennent. Hein. Je sais pas ce qu'il te faut, hein, mais m'attaquez pas, je suis votre ami. Donc l'OVT est enfin offensif. Hein. On lui a quand même rajouté des petits missiles, histoire qu'il puisse un petit peu se défendre quand même. Ça c'est pas plus mal. Donc là aussi, c'est une nouveauté de l'épisode. Mais malgré tout, il a beau essayer de se défendre, il finit quand même par se manger. Là. Et bon, donc toujours la métamorphose comme ça. On n'a toujours pas encore décidé de mettre au point la nouvelle métamorphose, vous savez, qui deviendra l'élément classique des épisodes par la suite. Mais pour l'instant, on reste sur cette version-là, que Actarus se transforme, se fout dans l'eau, et puis après, par on ne sait quel mystère, arrive jusqu'à Goldorak, patati patata. Alors on a dit, ah mais attention, là si Goldorak décolle, Hydargos va savoir d'où il décolle, donc vite, on met du parasitaire, tu vois, pour empêcher. Donc là, tu vois, donc là Actarus il court dans les couloirs, il n'a pas encore le truc. Bon là, comme je vous l'ai dit, bien sûr, là où il y a le nom du Golgoth, c'était coupé. Bon c'est furtif, là c'est beaucoup moins long que là. Et là, vous voyez, là pour la première fois, c'est quand même assez intéressant ce passage, puisque ça doit être, je pense, la seule fois où il prend donc le vide ordure en étant déjà métamorphosé. Donc là, c'était pas encore au point ce système-là. Alors qu'est-ce que vous foutez? Vous y arrivez, oui ou non? Dans Goldorak Go. Alors je vous avais dit dans le premier épisode qu'ils avaient oublié de faire l'encoche. Voilà. Et là, du coup, elle y est. Vous voyez, là, elle y est l'encoche, il n'y a pas de problème. Ils sont enfin décidés à le dessiner. C'est quand même dommage d'avoir loupé ça la première fois. Et on notera aussi, donc j'en reviens, je rebondis
c'est que c'est la première fois dans cet épisode 3 que l'on entend la chanson d'Enrique, donc le tout premier générique, tel que diffusé le 3 juillet 1978 lors de la toute première diffusion, on est d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc ce générique d'Enrique a été diffusé pendant juillet et août de 1978, et puis après donc il y a eu une controverse sur le générique de fin, tu vas sauver notre race, et alors du coup à cause de ce mot race, ça a été traité de raciste, machin, donc en même temps tous les prétextes étaient bons pour taper sur Goldorak, donc voilà, et donc du coup à cause de ça on a enlevé les génériques d'Enrique et on les a remplacés donc à la rentrée 78 par le générique de Noam. Voilà, de triste mémoire. Donc vous inquiétez pas, je sais. Hein. Et il faut savoir donc que Enrique, effectivement, à l'époque, donc en juillet-août 78, était bien crédité en tant que chanteur du générique. À la toute fin de l'épisode, vous aviez un carton qui disait chanson du générique interprétée par Enrique. Donc c'était même marqué, il y avait même son nom, enfin bon, son prénom, parce qu'à l'époque on ne savait pas son nom de famille. On le sait maintenant, c'est Enrique Fort, comme quelqu'un de fort, hein, il n'y a aucune difficulté. Donc voilà, qui était donc le même générique que le japonais, mais en français avec des paroles de Pierre Delanoë. Mais alors qu'il aurait été si facile de juste remplacer les paroles incriminées à la limite, ou même vous pouviez enlever le générique de fin, puisque c'était celui-là qui est posé problème, et laisser le générique de début, hein. Non, il a été décidé de changer par Noam. En plus, ce qui est amusant, c'est que ce n'est pas du tout la même société de disques qui a fait les deux chansons. Donc c'était Eddie Barclay qui avait fait donc les premiers génériques d'Enrique. Et puis après, il s'en foutait de Goldorak. Lui, il n'a pas eu le nez fin sur ce coup-là. Et donc, du coup, il a laissé le bébé à Saban, qui lui a fait le générique de Noam et qui s'en est mis plein les fouilles. Alors, il y a eu beaucoup de légendes par rapport aux ventes, grosses ventes du disque de Noam de Goldorak. Alors oui, il s'est effectivement beaucoup vendu. Ça, on ne dit pas le contraire. Mais il a été question de plusieurs millions d'exemplaires, 2 millions, 4 millions. Alors, la vérité est celle-ci, les enfants. Roulement de tambour. Il a été vendu, le disque de Goldorak de Noam, à 1 300 000 exemplaires, ce qui est beaucoup, mais ce qui n'est pas 2 ou 4 millions comme on a pu souvent l'entendre. Voilà, et donc c'est sur ces belles paroles que je vais vous laisser et vous donner rendez-vous pour le prochain épisode, le 4e, où j'aurai aussi des tas de choses à dire. Voilà.